Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux, au nom de toutes les équipes d'IMO Software, de vous accueillir une nouvelle fois, 18e édition du Forum d'IMO à Lyon, 3e à Nantes, qui a eu lieu la semaine dernière. On a eu un beau succès puisque c'est une ville qui nous connaît moins que Lyon, à peu près 300 visiteurs la semaine dernière à Nantes, sur un même thème, l'intelligence émotionnelle. Bonjour à toutes et à tous, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Pour une fois, la SNCF va avoir 2 jours de retard, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Vous êtes là avec nous. En effet, depuis 30 ans, nous vous équipons en termes informatiques, en digitalisation, comme on le dit aujourd'hui, et nous étions vraiment sensibles à remettre l'homme, avec un grand H, alors on va dire les femmes, les hommes, l'homme libéré de la techno, ou en tout cas comment la techno est bien au service de l'homme, et non pas le contraire. Donc n'oubliez pas d'éteindre vos portables quand vous sortirez tout à l'heure de la salle. Hein. Alors, une particularité cette année, Guillaume, on s'est dit, mais 18e édition, 18e thème, compliqué à trouver, le 19e et donc le 18e. On s'est dit, on va faire collaborer ceux qui ont participé les 3 dernières éditions. Et donc, vous avez été 700 à répondre et à voter pour le thème intelligence émotionnelle, représentant à peu près 60% des votants. Voilà, donc un grand merci. Très certainement, si nous décidons de faire une 19e édition, ce qui n'est encore pas fait puisque chaque année on se pose la question, faut-il continuer ou pas? Mais vu l'affluence, à peu près 20 000 personnes sur la journée seront présentes selon les organisateurs. Oui, je vois quelques sourcils qui se froncent, mais vous savez que des fois les chiffres, on les trafique un peu. Donc réellement, 2000 inscrits, 2000 personnes, et on a pu constater avec Hervé en temps réel, effectivement, que l'amphi était plein, petit 1, et nous avons un deuxième amphi qui accueille à peu près 400 personnes. Et on a notre, comment ça s'appelle? C'est pas un clone, c'est notre hologramme, merci. Notre hologramme qui est projeté dans la deuxième salle. Alors cette édition ne pourrait avoir lieu sans nos partenaires qui nous aident à organiser cette belle édition, 18e édition. Et vous avez vu défiler il y a quelques minutes la liste des partenaires et la description sommaire de leur activité. Vous aurez tout loisir dans le village partenaire de pouvoir les rencontrer. Vous les avez ici affichés, je vous propose de les applaudir. L'événement est aussi rendu possible et vivant grâce à la participation des associations professionnelles qui organisent en général des formats thématiques métiers dans l'après-midi. Donc je vous invite à les rejoindre cet après-midi. Là aussi, un grand merci pour leur implication et pour avoir sollicité leurs membres de nous rejoindre aujourd'hui. Et la qualité des focus métiers qui est effectivement un point d'orgue fin d'après-midi. Donc restez bien jusqu'en fin d'après-midi. Puis je crois qu'en fin d'après-midi, comme on aime la convivialité, je crois qu'il y a des petites choses à manger et des petites choses à voir. Hervé, c'est ça? Top. OK. Alors, cette édition aussi, beaucoup de clients, utilisateurs de certaines de nos solutions, celles de nos partenaires qui seront présents. Et vous savez qu'on préfère mettre sur le devant de la scène plutôt nos clients qui témoignent de problématiques et de solutions à des problématiques. Donc vous avez ici la liste des témoins et des experts qui interviendront tout au long de la journée. Là encore, un petit applaudissement, si vous voulez bien. Un grand merci, c'est sûr. Ce qui rend riche le forum, c'est bien le partage d'expériences. Ça, c'est une évidence, et donc de pouvoir coupler les offres de produits, les offres de logiciels, les partenaires qui viennent les enrichir, les clients qui témoignent, et tout ça fait un bon melting pot pour une vraie bonne solution performante pour l'entreprise. Puis il y a une autre raison pour laquelle vous venez, puisqu'on vous a questionné, c'est que vous aimez échanger entre vous et vous retrouver pour un certain nombre d'entre vous. Voilà, donc c'est un lieu de convivialité et on aime offrir à nos clients,
à nos prospects futurs clients et nos partenaires ce lieu d'échange. Alors, chaque année, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va présenter de DIMO? Alors, cette année, on a un créneau temps qui est court, puisque eh bien, on veut laisser la place à Christophe Hague, notre invité d'honneur tout à l'heure. Donc, on va pas passer une demi-heure à vous expliquer où on en est, ce qu'on fait. On va le faire relativement court. Et là, on s'est dit, ben, on travaille depuis maintenant quelques mois sur notre vision, la vision du groupe DIMO Software. Et on s'est dit qu'il pouvait être intéressant de mettre en partage le fruit de notre travail. Et donc, pour cela, Guillaume. Bien, en effet, il y a différentes façons de définir une vision. Ce soit le patron qui dit voilà la vision, et puis il va s'assurer à ce que tout le monde se mette en ligne derrière lui. Mais avec les générations Y, Z, etc., c'est plus compliqué. Donc ce qui nous a semblé le plus fonctionnel, le plus performant, et aussi en replaçant là encore l'homme, la femme au sein de la stratégie, c'est encore de travailler de manière collaborative. Et ça a été fait pour commencer le 11 septembre 2001. C'était quand même une date dont tout le monde se souvient. Et tous les 5 ans, on refait cette démarche. Donc, quelles sont nos forces, quelles sont nos visions, quelles sont nos faiblesses et comment les travailler grâce aux forces que nous pouvons avoir. Et tout ça de manière collaborative avec l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices, bien sûr, pour donner la plus grande richesse, la plus grande créativité et la plus grande performance. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on vous mettra sans doute aussi à contribution, puisque cette démarche Vision 5 étoiles, comme l'a expliqué Guillaume, à un moment donné, on souhaite faire participer un certain nombre de clients et un certain nombre de partenaires, et nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade-là, donc très certainement, on vous sollicitera, un certain nombre d'entre vous, parce qu'on ne va pas solliciter 20 000 personnes, non, 2000, pardon. Et 2000 si vous êtes volontaire, vous vous inscrivez à la borne d'accueil de DIMO tout à l'heure. Ah ben, je crois que c'est la bonne démarche. Dans la mesure du possible, on fait appel à vous, clients, partenaires. Alors, cette vision, on ne l'a pas fait seul. Hein, et depuis maintenant plusieurs années, on travaille avec JBS. Le groupe JBS, qui travaille avec Serge Eskenazi, qui nous accompagne depuis maintenant, on va dire, 3 itérations, et qui nous explique un peu l'arbre. Et donc, on demande à Nicolas Schiffart de nous rejoindre, Nicolas Schiffart qui nous accompagne, et on va l'applaudir. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je suis particulièrement honoré et surtout plein de gratitude envers vous au fait de la chance que vous me donnez de pouvoir faire cette présentation courte sur quel a été finalement le framework de travail qui a guidé l'accompagnement de la vision de DIMO 2022. Donc, pour le présenter, eh bien, vous voyez apparaître un symbole. Alors, l'arbre est un symbole de vie, car au fond, je crois que la vision parle de la vitalité des organisations, et cette vitalité va certainement dépasser leur simple performance économique. Et c'est de cela que nous allons parler, car au fond, derrière cela se retrouvent peut-être posées 3 questions. Comment, pour les organisations, peuvent-elles prospérer et se développer dans un monde incertain? Seconde question, c'est les organisations, les entreprises, peuvent-elles être un espace de construction de communauté, de lien social, au-delà de simplement leur espace interne? Et puis peut-être plus loin encore, les entreprises peuvent-elles être comptables de la fragilité du monde? Et derrière ces questions-là, eh bien, l'arbre de vision, qui est un symbole de vie, bâtisseur aussi du monde, que nous laisserons à ceux qui nous succéderont, les générations futures, se posent ensuite 3 grands espaces de travail. Premier espace de travail, qui est celui de l'identité, symbolisé par les racines, et qui va recouvrir 3 objets. La raison d'être, au fond, la question derrière la raison d'être, c'est pourquoi sommes-nous ensemble? À quoi servons-nous? C'est la dimension absolument profonde de l'utilité et qui dépasse bien évidemment la seule performance économique qui pour autant est extraordinairement nécessaire. Derrière la raison d'être se posera une autre question pour l'organisation, c'est au fond quelles sont nos parties prenantes majeures et avec qui et comment allons-nous construire des liens de confiance durables. Je crois que la confiance est au cœur des relations humaines. Et cette question de la confiance se traduira par des intentions et des engagements. Rien de plus fort qu'un engagement pris et tenu vis-à-vis des parties prenantes avec lesquelles nous vivons. C'est vrai dans nos familles et c'est vrai aussi, bien entendu, dans les organisations. 3e niveau de l'identité, les valeurs. Nous en parlons beaucoup. Bien sûr, l'enjeu, c'est de les expliciter, mais bien plus encore, c'est de les incarner.
Et je crois que Richard Barrett, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Values Driven Organizations, décrivait qu'aujourd'hui, probablement, les valeurs constituent l'ultime rempart concurrentiel. Deuxième niveau, après le travail sur l'identité, porté par le symbole du tronc, qui est celui des visées. Alors au fond, comment parler de choses que vous connaissez déjà? Eh bien en fait, j'ai eu la chance de travailler pendant 20 ans dans le groupe Danone, et il y a un fameux Lyonnais qui s'appelait Antoine Riboud, qui en 1972, devant le CNPF, avait commencé son intervention en disant « Il n'y a qu'une seule planète, on ne vit qu'une seule fois, il va falloir apprendre à partager les richesses ». Et en fait, je crois que derrière cela, il y avait l'esprit d'une vision qui s'est ensuite intitulé le double projet économique et humain et qui, au fond, gouverne le groupe depuis 1972. Et je crois que c'était une vision assez inspirante et qui fait la particularité du groupe. Et nous voyons à ce niveau-là que finalement, le projet n'est pas simplement, comment dirais-je, la résolution d'une équation économique, humaine, d'excellence opérationnelle ou de satisfaction client. Elle a probablement une dimension sociétale. Après, nous trouverons des réalités que vous connaissez, la stratégie, l'organisation. Je ne vais pas développer plus, si ce n'est à préciser que, bien évidemment, ces trois données, comme les trois précédentes d'ailleurs, sont extrêmement interdépendantes, puisque stratégie est au service de l'ambition, et si nous n'avons pas d'ambition, il sera difficile de définir une stratégie. Et l'organisation est là pour servir elle-même la stratégie. Ensuite, nous trouverons dans les feuilles de l'arbre, troisième dimension de l'arbre, les feuilles, c'est-à-dire la dimension au fond très évolutive, puisque les plans d'action vont et viennent, les projets débutent, les projets s'arrêtent, et c'est ce qui fait aussi la vitalité de l'entreprise. Et par moments, eh bien, effectivement, il y a des saisons où les portefeuilles de projets s'arrêtent, les plans d'action s'arrêtent, et nous passons à autre chose. Et je terminerai sur ce sujet-là en disant que, au fond, le plus difficile n'est pas tant d'élaborer et de répondre aux questions qui sont posées à chacun des niveaux, mais d'avoir un regard méta en se posant la question de se dire mais comment est-ce que tout ceci construit de la cohérence? Parce que fondamentalement, je crois que l'être humain aspire intérieurement, parce que c'est un facteur de sens dans sa vie, à trouver de la cohérence. C'est l'équilibre le plus délicat à construire, c'est toujours un équilibre dynamique. Nous ne sommes jamais parfaitement cohérents, nous tendons, nous espérons l'être. La force de la vision, c'est qu'elle permet aux organisations de répondre à la question de leur propre cohérence, cohérence identitaire, telle qu'elle est exprimée ici, et bien sûr, cohérence entre les activités et les visées. Voilà, le travail que nous avons fait avec Jean-Paul et Guillaume est un travail qui tend à construire cette cohérence et cet arbre qui est toujours en croissance, qui ne s'arrêtera jamais. Je suis convaincu de ça, et quand je vois ici ce que j'observe, je peux qu'être ému et inspiré du travail que vous faites. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Immense plaisir d'avoir collaboré avec toi et précédemment avec Serge Escanazi. Immense plaisir. Alors, ce qu'on vous propose maintenant, c'est la théorie appliquée à 10 mots. Guillaume. Alors donc, fruit du travail de 380 personnes. Bien sûr, la prochaine étape, c'est avec vous, parce que ce qui est important, c'est pas qu'on se regarde, nous, notre nombril, c'est bien de savoir ce que vont devenir nos clients dans les 5 ans aussi, et donc quelles seront leurs attentes en termes de performance et en termes d'accompagnement dans les domaines qui sont les nôtres. Donc ça, c'est vraiment la phase qui sera essentielle, sachant que la définition de la vision, c'est la vision n'est pas un but en soi, mais un chemin qui nous construit. Hein, tous les montagnards le savent, le but, c'est pas d'aller au sommet, le but, c'est de faire de la montagne, c'est de s'entraîner, c'est de parcourir de beaux espaces. Alors, la vocation. Alors, je vais me retourner parce que c'est un peu loin et mes yeux vieillissent. Et donc, Dimo Software favorise la transformation des organisations, entreprises, administrations, associations, en les accompagnant de la stratégie à l'action vers un futur plus performant. Nous croyons au progrès émanant du partage entre personnes passionnées par le développement d'un monde en constante évolution. Ça, c'est notre vocation.
Alors, toujours les racines, l'émission de 10 mots. Alors, chaque mot, vous savez, est pesé. On a travaillé avec toutes les équipes, comme l'a souligné Guillaume. Proposer des solutions qui accompagnent la croissance des entreprises et le développement de leur compétitivité, favoriser le développement et la fidélité de nos collaborateurs en partageant les fruits de la croissance et en respectant les valeurs humaines. Les deux C, les clients, les collaborateurs. Les collaborateurs satisfaits seront face à des clients heureux à un moment donné. Essentiel. Bien sûr, pour tenir des engagements qu'ils auront pris. Alors, quelles sont ces valeurs? La première, c'est un P comme passion. On essaie d'être passionné. Alors, à Nantes, c'était des voiliers, et là, on a mis la montagne. On adapte, en fait. On adapte. On adapte le message. La deuxième, c'est l'engagement. Tenir ses engagements, s'engager dans la réalisation à vos côtés. La troisième, c'est l'agilité. Le monde évolue de plus en plus vite, il faut être agile. Donc il y a des techniques de développement qui s'appellent agile, mais aussi sur les projets, on peut appliquer ces méthodes. Puis la confiance qui passe par la communication, c'est ce que nous sommes en train de faire ce jour. Et enfin, entreprendre, c'est-à-dire savoir prendre des risques, éventuellement des échecs, rebondir sur ces échecs. Et un petit anglicisme, parce que nous devenons de plus en plus international. Et au départ, ce n'était pas prévu qu'on prévoit d'avoir un mot symbolisant, mais c'est bien pratique pour s'en rappeler. Alors, si on poursuit un petit peu plus haut dans l'arbre, les visées, donc on va regarder les ambitions de 10 mots. Alors déjà, peut-être les 4 piliers, j'en ai parlé de 2 importants, donc, qui sont les collaborateurs et les clients. Très très important. Et puis l'international et l'innovation qui sont effectivement 2 piliers enthousiasmants dans toute entreprise. Attirer aujourd'hui des compétences, on va les attirer aussi beaucoup parce qu'on va créer de l'innovation, on en parlera tout de suite après. Et puis l'international, eh bien, je crois que dans cette salle, il y a d'ailleurs quelques personnes qui aimeraient bien venir travailler chez Dimo parce que effectivement, il y a ce volet international qui séduit beaucoup la jeunesse. Et je crois qu'une entreprise aujourd'hui, c'est une entreprise qui doit aller à l'international. Tu ne vas pas me démentir, je crois que tu fais un beau parcours à l'international. Et donc, voilà, c'est les 4 piliers de 10 mots. Derrière cela, nos ambitions, quelques chiffres rapides qui sont les chiffres de la photo actuelle. Donc la photo à fin août, notre clôture, à peu près 39 millions d'euros de chiffre d'affaires, 57 millions de récurrents, alors 57% de récurrents. Alors ce récurrent, c'est simplement le mode de commercialisation aujourd'hui. Nos solutions, eh bien, vous les achetez en mode cloud. Tout simplement. Vous préférez, plutôt que d'investir dans un logiciel, le louer, c'est tellement plus simple. Vous êtes satisfait, vous continuez la location, vous n'êtes pas content, vous passez à autre chose. Très simple, de la liberté qui vous est offerte. Résultat, eh bien écoutez, 3,8%, on souhaite effectivement le voir en développement, et 88% de satisfaction, c'est un taux qui est bon, même très bon, mais on souhaite aller encore un petit peu plus loin, et le turnover 13% dans nos métiers. Ce n'est pas Jean qui est dans la salle qui me démentira. Je crois qu'on peut observer dans certaines sociétés des taux de 30 à 40% de turnover dans nos métiers qui sont très pénuriques. Alors, l'ambition 2022, c'est de continuer à nous développer. Alors, on a fait un rapide calcul, ça fait à peu près 10% par an de croissance. Il n'est pas exclu que des croissances externes viennent muscler cette croissance. Je crois que c'est un levier important pour nous. Cette année, on est à 12%, je crois. On est à 12, voilà, et on n'a pas fait de croissance, donc on est vraiment sur de l'organique. Ensuite, le récurrent, vous achetez tous en cloud, on va continuer à progresser aussi sur le récurrent, ce qui va donner des résultats bien meilleurs encore demain, et une satisfaction, là encore, bien supérieure, parce que le cloud aussi, c'est l'assurance d'avoir des outils qui sont testés par tous les clients, donc ça doit fonctionner automatiquement. Tous les mêmes versions, exactement. Très actifs. C'est quand même un avantage. Et puis viser un turnover encore plus faible. Voilà, on pense qu'un turnover en dessous de 10% serait bien. Voilà. Alors les ambitions, elles tournent autour de nos applications. Alors un rapide rappel, certains nombres d'entre vous nous connaissent bien. Donc ça va être peut-être un peu de redite, mais quels sont nos métiers, puisqu'on ne l'a pas encore évoqué? Bien écoutez. Vous pourrez les découvrir dans les ateliers, ainsi que toutes les innovations qui sont avec. Les ateliers, les stands sont organisés pour que vous puissiez venir découvrir nos partenaires et nous avec nos collaborateurs. Alors le métier du voyage et notes de frais, l'expense management, c'est un métier qui est important puisque c'est le premier chez Dimo. Pas historiquement, mais aujourd'hui, en termes d'activité, c'est le premier métier. On va parler de notes de frais, on va parler de voyage. Aujourd'hui, on peut jeter les justificatifs. Vous m'entendez, quand vous faites une note de frais, beaucoup d'entre vous, pour venir ici, vont avoir à passer en note de frais le ticket de parking.
Eh bien, aujourd'hui, c'est une réalité à partir du mois de mai, puisque les versions vont sortir au mois de mai. On prendra la photo du justif. Ce justif sera scanné, reconnu. L'OCR va permettre de reconnaître le montant, la nature, etc. et la date. Ce justif, je vais pouvoir m'en débarrasser, puisque aujourd'hui, on a capacité à pouvoir stocker ces justificatifs de façon complètement sécurisée, et puis surtout, avoir la traçabilité, c'est important, qui fait qu'on va pouvoir se débarrasser de ces justificatifs. C'est une bonne nouvelle, une excellente nouvelle, et on peut dire qu'on sera les premiers à sortir cette innovation. Alors ensuite, sur notre frais voyage, on a la gestion parc véhicule aussi qui est en plein développement chez nous. Les processus financiers, ben là encore zéro papier, hein, plus de papier à signer, notamment les factures fournisseurs, le bon à payer. Vous savez, le gris-gris qu'on mettait, ça c'est terminé, des process qui s'automatisent. Voilà. Ensuite, le CRM, c'est capter de nouveaux clients. Voilà, donc, lié avec les sites web, avec des partenaires. Exactement, avec du des marketing marques. Qui vient alimenter le commerce. Deux marques, la propre marque d'IMO Yellowbox et puis une seconde marque qui est Salesforce, on est intégrateur. Gestion fiscale, donc l'alias fiscal, gestion RH, la demande de congé, la GED, c'est l'armoire électronique, fini le papier, la business intelligence, où est-ce que je vais tout simplement. Donc si on prend l'exemple de l'EM qui est un de nos clients et puis Christophe Hague, un enseignant, à l'EM non seulement on fait Nautilus sur les notes de frais voyage, on détruit le papier avec le workflow facture fournisseur, fini les gris-gris sur les feuilles de papier, et puis aussi on a mis en place de la business analytics. On va permettre de pouvoir, notamment au contrôle de gestion, faire des simulations de masse salariale, professeur, coûte cher. Il faut arriver à simuler quels vont être les budgets, notamment dû au fait que l'enseignement évolue. Un cours, c'est plus un cours magistral, il y a de la digitalisation et donc il faut être capable de simuler. Donc c'est la business intelligence qui permet de le faire, d'avoir des tableaux de bord, de pouvoir poser des questions à ces tableaux de bord et d'en avoir une restitution et de pouvoir simuler. Et puis enfin, une activité qui est aujourd'hui la plus internationale, qui est l'activité GMAO, gestion de maintenance. Donc on va permettre à des organisations de pouvoir gérer leur propre maintenance industrielle, tertiaire des bâtiments. Par exemple, ce palais des congrès pourrait utiliser demain nos solutions de GMAO, gestion de maintenance. Il y a forcément des interventions techniques à faire, préventives, curatives, etc., etc., etc. On le fait beaucoup aussi dans les hôtels de luxe en Asie. On a un partenaire, il s'est focalisé sur les hôtels de luxe. Je ne sais pas pourquoi, je crois en tout cas qu'il est très très content parce que chaque fois qu'il se déplace, il est logé dans ces fameux hôtels. Voilà pour nos activités, vous les découvrirez tout à l'heure. Guillaume, donc on parlait tout à l'heure de la conférence, on a fait plancher nos clients et partenaires, le thème, l'intelligence émotionnelle. Se réinventer grâce à l'intelligence émotionnelle. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Hague. Bonjour à tous et merci de cet accueil et merci de m'avoir invité pour un petit speech en fait de, on va dire à peu près 1 heure et essayer de vous faire découvrir une thématique qui m'est chère parce que c'est ma thématique de recherche. Je travaille sur cette thématique depuis plus de 15 ans. Il s'appelle l'intelligence émotionnelle. Alors moi j'ai une particularité, c'est que je prépare jamais mes conférences et que je donne toujours les conclusions de mes conférences en fait au début. Hein, comme ça si vous avez envie de partir, vous pouvez le faire. Bon bref. Quand je suis venu ici, j'avais déposé mon petit, j'ai un petit garçon d'1 an et demi qui est actuellement fan de Calogero, hein, 1 an et demi. Et il écoute systématiquement, il me demande une chanson en boucle qui s'appelle Fondamental. Je ne sais pas si ça vous parle. Et le chanteur, à un moment, dit « On a tous, au fond du mental, quelque chose de fondamental. » Ce quelque chose de fondamental, c'est ce que moi j'appelle votre GPS intérieur. Et c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, qui permet de vous guider dans vos choix, dans vos prises de décision, dans vos relations avec autrui, etc. Il y a des gens qui ont un GPS qui est extrêmement bien réglé, d'autres personnes qui ont un GPS qui est assez défaillant. Et j'ai envie de vous parler de ces personnes de la deuxième catégorie. Il y a quelques temps, j'avais rencontré le numéro 2 d'un cabinet de conseil et leader mondial, alors je ne vais pas donner le nom, mais donc conseil en management. Et cette personne m'avait invité à déjeuner à Paris.
sans me dire réellement pourquoi elle m'invitait. Et donc on était dans un grand restaurant parisien, et là elle me dit ok, j'ai vu 2-3 trucs que tu as fait, des bouquins, je t'ai vu à tes loges là, sur les émotions, les machins. Bon, en fait, moi, les émotions, ça ne me parle pas du tout dans mon métier, c'est du bullshit. Alors j'ai dit ok. En fait, il est en train d'organiser un espèce de dîner de cons, et c'est moi le con, sauf que c'est un déjeuner de cons. Bon, bref. Alors ok, on parle d'autre chose. Et là, moi, je suis plutôt d'humeur badine ce jour-là, un peu taquin. Et donc, je décide, il m'invitait en plus donc, de commander un très bon vin. Je me suis dit déjà, je suis le con du déjeuner. Et donc, je décide tout simplement un peu de l'aviner pour qu'il se détend un peu musculairement parce que je le sentais un peu crispé, la mâchoire tendue, les sourcils froncés. Bon, bref, si on va le détendre. Bon, le vin a fait son effet. Et à mi-repas, je le vois sourire, hein, ce qui était quand même assez étonnant pour un numéro 2 dans le conseil, un leader mondial. Et il me dit, écoute, je vais te dire finalement pourquoi je t'ai invité. Et donc là, il me dit, il y a quelques jours, j'étais au volant de ma grosse bagnole sur une autoroute allemande. Je roulais très très vite. Et à ce moment-là, une idée qui me traverse, c'est celle de me foutre en l'air. Et là, il se met à pleurer, donc ça devient un petit peu gênant. Et il me dit, tu vois, en fait, moi, les émotions, toute ma vie, je les ai refoulées. Mes parents, qui sortaient tous les deux de la cuisse de l'école polytechnique de Paris, n'étaient pas câblés pour ça. Pour eux, c'était l'espèce de mouton noir là, de Descartes, le truc qui vient biaiser les prises de décision, le truc qui déraille finalement de la bonne rationalité, du bon chemin à suivre. Et il dit, en fait, moi j'ai gardé tout ça en moi. Et là, aujourd'hui, je sens que ça veut sortir et ça fait mal. Et on finit le déjeuner un peu comme ça, et puis je le vois après. Ce numéro 2 de ce grand cabinet de conseil dans le monde, aujourd'hui, est toujours numéro 2. Alors vous pourrez essayer de trouver peut-être avec des indices, qui sait, mais sauf qu'il vit différemment son expérience professionnelle. Aujourd'hui, il a un équilibre vie pro, vie perso qui est plutôt pas mal. Avant, c'était le chaos total. Le type avait tout un tas de troubles psychosomatiques, il n'arrivait pas bien à manger, il dormait très mal, il était extrêmement angoissé, il avait des troubles digestifs, etc., etc. Aujourd'hui, il a à peu près réglé ça. Pourquoi ? Parce qu'il a juste décidé, ce jour-là, de considérer ses émotions. Et vous savez, les émotions, et on va en parler, je vais vous expliquer, parce que dans intelligence émotionnelle, il y a le terme émotion, je vais vous expliquer ce que c'est. Mais refouler ses émotions, ne pas les écouter, penser que c'est je ne sais pas quoi, quand on est souvent comme ça, on rencontre des gens qui ont des postures super manesques. Ils mettent le collant bleu, ils mettent la cape rouge. Non, mais moi je suis... Non, les émotions, c'est pour les faibles. Ça ne sert à rien. C'est un truc, c'est irrationnel. Il n'y a rien là-dedans de bon à prendre. Eh bien, ces personnes se trompent fondamentalement. Parce que l'émotion, quand on la ressent à un instant T, c'est une information qui veut vous dire quelque chose de précis, qui veut vous aider à vous adapter dans un univers particulier, dans une situation particulière. Et ne pas prendre en compte cette information, eh bien, c'est peut-être adopter une posture inadaptée. Mais cette émotion, quand elle est forte, elle veut s'inviter en vous. Et si vous les cumulez comme ça, toutes ces émotions refoulées au fil du temps, eh bien, généralement à 50 ans, vous avez ce qu'on appelle une espèce d'éruption volcanique psychique qui vous saute à la tronche et qui peut vous mener tout droit à ce qu'on appelle le burn-out, la dépression, les troubles anxieux généralisés, etc., etc. Elle fonctionne comme ça, l'émotion. C'est une tête chercheuse, quand elle est forte, qui veut absolument vous dire quelque chose. Et la garder en soi, eh bien, c'est prendre un gros risque. Alors, il y avait un mathématicien célèbre, fictif, dans un livre et dans un film, Jurassic Park, ça doit parler à certains d'entre vous, qui disait au concepteur du parc, attention les gars, vous êtes en train de faire une grosse erreur en voulant contrôler le sexe des dinosaures. Pourquoi ? Lui demandent les concepteurs. Eh bien tout simplement parce que la vie, ça ne se contrôle pas. Alors je ne vais pas spoiler, etc. Bon, bref, on connaît à peu près tous quand même la fin de Jurassic Park, hein, ça se passe plutôt mal. Pour les organisateurs du parc, c'est le gros chaos, les dinosaures se rebellent, et il y a eu effectivement des naissances dans le parc, alors qu'on voulait les contrôler. L'émotion, c'est pareil, c'est comme la vie, elle trouve toujours son chemin.
Donc, je vous ai dit que je vous donnais les conclusions de ma conférence. Développer son intelligence émotionnelle, parce que oui, on peut la développer, on y reviendra après, c'est s'assurer tout un tas de bénéfices dans la vie pro comme dans la vie perso. Les bénéfices sont les suivants, et ce n'est pas moi qui le dis, et je ne viens pas avec une posture gourouesque ou raélienne, avec une toge pour vous imposer un fantasme que j'ai eu cette nuit ou d'autres nuits. Ce sont des faits, des résultats de recherche qui parlent. Un individu émotionnellement intelligent, comparé à quelqu'un qui l'est un peu moins, va sécréter beaucoup moins d'hormones de stress, moins de cortisol, aura 3 fois moins de chances de tomber en burn-out. Burn-out, ça fait quand même un petit peu peur. Et quand je parle de burn-out, c'est pas ce qu'on peut retrouver dans la presse un peu grand public, le magazine. Ah tiens, j'ai fait un burn-out cette semaine, la semaine prochaine on part à Rome. Non. Un burn-out, on est alité, on peut avoir des difficultés d'articulation, des difficultés à socialiser. C'est une grosse fatigue et psychique et physique. Il y a tout un tas de troubles qui sont associés à ça. Et on a beau dire que le phénomène est réversible, et il l'est quelquefois. Lorsque le burn-out est aigu, il faut aller chercher un petit peu le truc, quoi. Pas si évident que ça. Les individus émotionnellement intelligents ont une confiance en eux supérieure à la moyenne. Ces personnes sont moins sujets à quelques addictions, type alcoolisme, etc. Ces personnes développent autour d'elles des relations sociales de bien meilleure qualité, que ce soit avec les collègues au boulot, que ce soit dans le cadre du couple. D'ailleurs, ils ont une vie de couple beaucoup plus harmonieuse que la moyenne. Ou alors avec des amis. Ces personnes sont capables, attention, espèce en voie de disparition, de prendre des risques. En entreprise aujourd'hui, on voit sur les courbes, il y a tout un tas de mesures métriques, on voit que les gens osent de moins en moins et qu'ils se conforment de plus en plus, et qu'ils obéissent de plus en plus à ce qu'on leur dit, même si ce qu'on leur demande de faire est totalement contraire à leurs valeurs. Il y avait, il y a quelque temps, une stat comme ça dans Acteurs de l'Écho qui montrait que plus de 60% des salariés sont prêts à faire n'importe quoi tant que c'est la hiérarchie qui le demande. Alors, je pourrais vous parler de tout un tas d'expériences. Vous avez des types qui ont délivré des chocs électriques simplement parce qu'on leur demandait d'en délivrer. Et bon, bref, et qui sont arrivés jusqu'à délivrer des charges de 450 volts. Et ces expériences ont été répliquées, et c'est systématiquement la même chose. On voit qu'on a une tendance à se conformer à ça. Eh bien, l'individu émotionnellement intelligent, il est capable, s'il le faut, si c'est utile pour lui, mais aussi pour les autres, eh bien, quelquefois de transgresser, quelquefois de prendre des risques modérés. Ce n'est pas le joueur de poker qui fait tapis à chaque fois, mais c'est quelqu'un qui est quand même capable de ça, notamment dans des situations complexes, à enjeux, etc. Donc ça, c'est extrêmement important. L'individu émotionnellement intelligent est capable également de se mettre à la place de l'autre. Vous savez, quand on raisonne que sur du rationnel, sur de l'analytique, souvent, on se met au-dessus des autres. Ben, l'intelligence émotionnelle, contrairement à un raisonnement qui serait que QI, l'intelligence émotionnelle, c'est aussi être capable de se mettre au même niveau que les autres. Attention, Calogero toujours, dans une de ses chansons, il dit, cette chanson s'appelle « Voler de nuit », je ne sais pas si vous l'avez écouté, il dit « Vois le monde d'en haut sans le prendre de haut ». Eh bien, je voudrais qu'il y ait un peu plus de managers qui adoptent cette posture-là, qui rentrent beaucoup plus facilement en synchronicité, en connexion avec les salariés. Et tous les grands patrons avec qui j'ai travaillé, et j'en conseille actuellement 3 au niveau du CAC 40, ce sont des personnes qui sont capables de prendre le pouls de leur organisation. Ils ne s'enferment pas tout en haut dans des tours d'ivoire. Ils ne restent pas déconnectés de leur organisation. J'ai une petite anecdote comme ça, un patron célèbre qui a un quotient émotionnel extrêmement élevé et avec qui on voulait juste enregistrer une petite vidéo dans le cadre d'un séminaire. Eh bien, on lui avait posé le micro, donc c'était le matin à son arrivée, 8h, boum, on pose le micro, cravate. Eh bien, le type, il avait fait à peu près tous les étages de sa boîte. On le suivait juste au son, avec le micro, avec mon ingénieur du son. Il allait saluer tout le monde, et c'est comme ça, en fait, qu'il allait collecter l'information. Il ne restait pas déconnecté. Parce que l'une des grosses maladies des dirigeants ou des top managers, c'est que quelquefois, leur QE les aide à progresser comme ça, va booster l'ascenseur hiérarchique,
Mais à un moment, parce qu'on est dans un espèce de confort, parce qu'on routinise finalement ces pratiques, qu'on oublie 2-3 choses, eh bien, on ne fait plus cet effort-là. Ne pas faire cet effort-là est un acte émotionnellement inintelligent et totalement contre-productif. Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est quoi ? C'est un peu comme, alors ça je peux vous le dire dans la salle, parce que quand je vois comme ça la démographie, vous avez à peu près tous un peu plus de 20 ans. C'est un peu Huggy les bons tuyaux dans Starsky Hutch. Quand je dis ça à mes étudiants de 22 ans, il y a un petit truc qui passe, hein, ça ne leur parle pas. C'est Huggy les bons tuyaux. C'est une intelligence qui est là vraiment pour vous chuchoter, en vous faisant ressentir des sensations plaisantes ou déplaisantes, s'il faut aller dans cette direction ou cette autre direction-là. Alors, sa définition à l'intelligence émotionnelle est la suivante. L'intelligence émotionnelle, en fait, c'est un ensemble de capacités qui vous permet de faire un check-up émotionnel, donc savoir quelle émotion vous ressentez vous, quelle émotion les autres ressentent, d'intégrer ça dans votre processus de pensée, et derrière, de réguler l'émotion, soit la prolonger, soit s'en détacher, pour mieux s'adapter à une situation particulière. Comment est-ce qu'on détecte l'émotion ? L'émotion, elle se détecte sur le visage humain, dans la voix. Vous avez tout un tas de chercheurs qui ont montré que les individus émotionnellement intelligents sont un peu comme des cracks en informatique. Ce sont des personnes qui sont capables de craquer le Da Vinci Code de nos expressions émotionnelles. Donc là, il y a des gens plus doués que d'autres pour lire l'émotion chez soi, chez autrui, à travers des manifestations physiques, physiologiques, etc. Une fois qu'on a cette information, qui est un peu comme un panneau signalétique qu'on voit au bord de la route et qui vous avertit soit d'un danger, avant un virage dangereux, il y a des gens qui voient le panneau et qui décident de décélérer. Il y en a d'autres qui peut-être voient le panneau mais ne décident pas de décélérer. Ces personnes prennent un plus grand risque psychique que les autres. Donc une fois que vous avez assimilé cette émotion dans la pensée en disant « Ok, cette information-là, elle est importante, je la mets tout en haut de la pile de dossiers à traiter », eh bien, vous allez vous dire, OK, qu'est-ce que j'en fais maintenant de cette info ? Imaginez, vous devez brainstormer. On sait qu'être plutôt d'humeur positive dans des longs brainstorming, eh bien, ça vous permet de générer beaucoup plus d'idées nouvelles et peut-être la fameuse idée atypique qui va ressurgir. Dans des brainstorming flash qui durent que 45 minutes, on sait qu'il faut au contraire plutôt ressentir de l'angoisse. Donc là, on peut induire de l'angoisse, comme ça, il y a des techniques qui existent. Et là, boum, vous allez générer plus d'idées que la moyenne. Mais vous allez utiliser cette émotion pour en faire quelque chose, c'est la régulation émotionnelle. Alors, comment ça se passe dans le cerveau ? Alors, je vais essayer de vous l'expliquer à travers quelques images. Imaginez ce cas de figure, je suis un randonneur sur un sentier, je marche, et face à moi, je crois, ou mon cerveau croit voir en fait un serpent à 3-4 mètres, en vision périphérique sur ma droite. Je ne te montre pas comme ça, mais voilà. Tu joueras le rôle du serpent. Donc, mon cerveau croit voir un serpent. Comment ça marche d'un point de vue neurologique ? Eh bien, vous allez avoir une structure ancestrale, ancienne, qui va s'activer, qu'on appelle l'amygdale limbique. Elle va s'exciter en voyant cette forme-là, parce que cette forme-là, elle est synonyme de danger. Donc, elle va faire naître en nous de la peur. Vous avez ce qu'on appelle le cortex préfrontal, je le fais très simple, c'est plus compliqué que ça. C'est la partie qui est juste derrière votre front, qui est un petit peu là pour voir si cette émotion, elle est vraie ou pas, justifiée ou pas. Eh bien, le cortex préfrontal va se dire, attends, ok, tu ressens de la peur. Moi, je veux quand même vérifier que cette peur n'est pas imaginaire. Il faut se dire juste qu'on vit dans une société où 9 peurs ou 9 angoisses sur 10 qu'on ressent sont totalement imaginées, infondées, et qu'elles nous paralysent parce qu'elles mettent en branle le même système neurologique hyper énergivore dans le cerveau que si c'était une vraie peur réelle. Donc imaginez ce cas de figure en fait. Donc on avance d'un pas et là on se rend compte que le serpent n'est qu'un simple boyau de pneus. Eh bien vous allez avoir votre cortex préfrontal qui va on va dire produire tout un tas d'activités de neurones calmants pour refroidir la machinerie de l'amygdale limbique, pour la désexciter. L'intelligence émotionnelle, c'est un ping-pong continuel entre des zones émotionnelles et des zones rationnelles du cerveau. Ça, aujourd'hui, on est capable de le mesurer quasi en temps réel grâce à des outils d'imagerie médicale qui nous permettent de retranscrire en direct live sur des écrans d'ordinateur ce parcours du traitement de l'information émotionnelle dans le cerveau.
Mais l'intelligence émotionnelle, elle se sert aussi d'un truc qui est extrêmement utile, c'est la mémoire. Et pour vous expliquer ça, je vais vous raconter une anecdote, une observation qu'on a faite il y a quelques temps avec un collègue en Californie. On a travaillé avec des réalisateurs de cinéma à Hollywood. Alors, je travaille sur plein de populations atypiques. En ce moment, je bosse avec des astronautes, je travaille avec des membres du RAID, avec des autistes savants. On parlait avant de la montagne. Je travaille aussi, je ne sais pas si vous avez vu le film Everest, avec les survivants de cette catastrophe en haute altitude. Bon, bref, et on se sert de ça après pour le transposer à l'univers de l'entreprise. Je ferme cette parenthèse. Donc, je reviens à mon exemple réalisateur de cinéma pour expliquer comment on utilise la mémoire lorsqu'on active en fait son intelligence émotionnelle. Donc on est il y a quelques temps à Los Angeles, et là on est à peu près à mi-tournage. Alors je ne peux pas donner les noms ni des réalisateurs ni de l'actrice dont je vais parler, mais ils sont extrêmement connus, donc vous aurez peut-être 2-3 indices ici et là. Donc le réalisateur, à un moment, est averti que son actrice principale décide simplement de quitter le plateau de tournage. Donc elle attend une limousine dans un parking un peu sombre à l'arrière du plateau de tournage. Il avertit de ça. Et donc il se précipite vers elle. Et là, il voit une actrice avec beaucoup de haine exprimée à travers le faciès. Elle le regarde quand il arrive. Donc elle a la mâchoire serrée, limite un peu de bave à la commissure des lèvres, le nez retroussé. Elle lui en veut vraiment. Et lui, il ne comprend pas pourquoi. Donc il s'approche et dit « Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Je me barre ». Il dit « Pourquoi ?» Et là, pendant à peu près 1 minute, elle lui vomit à peu près toute sa haine. Elle lui crache tout son venin. Elle lui dit « Mais tu sais, tu ne sais absolument pas manager les actrices. Il y a un truc qui m'a fait mal, lui dit-elle, c'est que, alors attention, stéréotype, mais là, pour le coup, le stéréotype est la réalité, tu as donné une loge beaucoup plus grande à l'actrice secondaire. » Alors lui, il tombe un peu comme ça. Et elle lui dit « Tu t'es nul, tu sais pas faire. Bon, bref, moi, je me casse, ce film, c'est de l'amateurisme. » Le réalisateur en question, il est quand même très, très, très connu. Il a eu pas mal de succès au box-office. Et cette actrice, c'est l'actrice principale. Donc vous avez toute l'économie du film qui repose sur elle. Hein. On va dire c'est un talent, c'est un très très haut potentiel dans cette organisation-là. Et donc lui, à un moment, de manière très surprenante, parce que c'est un réalisateur californien, très babacool, t-shirt en V, bermuda, tongs, très zen, commence à adopter une posture un peu moins zen. Il s'invite dans son jardin privatif, c'est-à-dire il réduit la distance de proximité entre elle et lui. Vous savez, un petit peu comme quand vous avez des gens au buffet qui viennent vous parler à 15 cm, avis aux gens qui me parleraient peut-être après. Bon, bref. Et donc voilà, il s'invite dans cet espace privatif. Et là, il se met lui-même à expérimenter beaucoup de colère. Et c'est lui là qui l'engueule pendant 30 secondes en disant « Mais t'es pas pro, ça se fait pas, c'est inacceptable, etc. etc. » Et là, de manière assez surprenante à nouveau, on remarque que l'actrice principale adopte la posture, vous savez, du chat dans Shrek. Donc toute mielleuse, toute désolée en fait d'avoir adopté ce comportement précédemment. Elle reprend la parole, au bout de 30 secondes, la scène dure à peine 2 minutes. Hein. Et là, elle lui dit « Écoute, j'ai merdé totalement, de A à Z, j'aurais jamais dû adopter cette posture-là. Excuse-moi, compte sur moi pour la deuxième moitié du tournage, tu verras, je serai encore meilleur. » Effectivement, toutes les scènes qui ont été tournées en deuxième moitié de tournage par cette actrice qui a joué notamment dans Star Wars, c'est pas elle, c'est l'autre, suivez votre GPS intuitif. Eh bien, toutes les scènes étaient de bien meilleure qualité et le film a été un succès au box-office. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce réalisateur, manager, qui a managé cette situation-là? Eh bien, on a essayé de le découvrir en allant chez lui quelques semaines plus tard, en lui montrant la séquence vidéo. Bien sûr, il avait gardé un souvenir en haute définition, avec un haut niveau de pixelisation de cet événement-là, tout simplement parce que c'était connoté émotionnellement. Quand vous avez un événement qui est émotionnellement fort, généralement, ça reste ancré en HD ou en Ultra HD dans votre esprit.
hein, si je vous parle des attentats, j'avais entendu avant du septembre 2001. Bon, qui était avec vous lorsque vous avez appris la nouvelle? Qu'est-ce que vous portiez comme habit, etc., etc. Je vous laisse 5 minutes. À peu près 98% d'entre vous seraient capables de répondre précisément à ces questions concrètes. Tout simplement parce qu'il y a un marquage émotionnel. Bref. Donc on lui montre la scène, il s'en souvient précisément. Et là, il me dit, tiens, c'est dingue. En fait, là, j'ai jamais eu à gérer un départ comme ça de quelqu'un. Donc c'est un problème RH inédit pour lui. Et il me dit, bah, moi, je n'avais pas la boîte à outils pour faire ça. Je ne sais pas, je n'avais pas la technicité pour gérer, ou je sais pas, le protocole, le process pour rétention des talents. Je ne savais pas ce que c'était, quoi. Il dit, bah, j'ai juste suivi mon feeling. Et mon feeling, il s'est invité en moi de manière très bizarre. Bah, en fait, au lieu de voir un moment le visage de cette femme qui me crachait tout son venin, eh bien, j'ai une image mentale, comme ça, une photographie mentale, qui s'est imposée à moi et qui m'a ramené à quand j'étais adolescent. Et là, il nous raconte un truc surprenant. Il dit, moi, quand j'avais 14 ans, je faisais partie d'un des gangs les plus dangereux de Los Angeles. Et je marchais avec mon père sur l'avenue principale de Los Angeles. Et là, une voiture déboule, les portes s'ouvrent, on se fait kidnapper par des membres du gang rival. Et on est séquestré, un peu comme Indiana Jones père et fils, ligotés dos à dos sur 2 chaises, dans un petit appartement de 30 mètres carrés. Toutes les 15 minutes, nos geôliers se pointaient avec un flingue, le mettaient sur notre tempe en disant, je reprends leurs mots, on va te crever, toi et ton père. Ambiance un peu stressante, un peu émotionnellement bullante. Et là, il me dit, mais attends, c'est encore bizarre, parce que dans ce moment-là, j'ai un autre souvenir émotionnant qui m'est revenu en tête, et ce souvenir, c'était le suivant. C'était un épisode, voilà pourquoi le Starsky Hutch en introduction, où Huggy disait à Hutch, tu sais, Hutch, 9 fois sur 10, quand un type te braque dans la rue, il ne va pas appuyer sur la détente. Quand on sait que les épisodes de Starsky Hutch étaient souvent scénarisés avec l'aide d'experts en psycho, on se dit, bon, il y a un fond de vérité là-dedans. Qu'avait-il fait lorsqu'il était ado? Et vous allez comprendre après à la fin comment ça marche aussi l'intelligence émotionnelle, mais qu'avait-il fait? Il s'est dit, ok, allez, le type, il ne va pas appuyer sur la détente. Donc il s'est mis à adopter un comportement de défiance. Donc il les a insultés, je vais le dire poliment, il a remis en cause leur masculinité. Il est allé jusqu'à leur cracher au visage. Et au bout d'1h30, lui et son père furent de manière surprenante libérés. On refait un saut dans le temps, l'intelligence émotionnelle, ça se nourrit de toutes les photos, c'est-à-dire tous les souvenirs émotionnels que vous avez stockés, inconsciemment le plus souvent, dans votre mémoire. Plus l'album photo de souvenirs émotionnants, il est épais, il est touffu, plus la probabilité d'adopter la bonne parade dans une situation qui ressemble un peu à une situation passée, qui partage des caractéristiques communes avec des choses que vous avez vécues précédemment, cette probabilité sera plus élevée et vous aurez plus de chances de mieux vous adapter. Les caractéristiques communes entre une actrice qui se barre et un type qui vous menace, dans les 2 cas, il y a de la menace. Dans les 2 cas, il y a un agent menaçant qui est identifiable. Et dans les 2 cas, il y a une question de vie ou de mort. Dans un cas, une vie ou de mort économique pour le projet et le film. Dans l'autre cas, vie ou mort physique, lorsque vous avez un flingue sur la tempe. Tout ça pour dire que l'intelligence émotionnelle, pour la développer, il ne faut pas rester tranquillou bilou chez soi. Il faut sortir de ses zones de confort. Il faut s'expérimenter. Il faut aller vers l'inconnu, tout simplement pour épaissir cet album photo-là. Alors l'intelligence émotionnelle, ça se passe aussi, pas que là-haut, pas que dans la tête, ça se passe aussi dans le ventre. Il y a des recherches récentes qui ont montré en fait que si les informations du bas, là je fais appel à ce qu'on appelle le 2e cerveau, vous avez peut-être lu un livre connu là-dessus, vous avez vu des reportages à la télé, mais si les informations du bas ne parvenaient pas en haut, ce serait le chaos dans votre ventre et le malheur dans votre tête. Tout ça pour dire que ce que vous mangez a un impact direct sur comment vous vous sentez.
quelles émotions vous allez ressentir. On sait que vous avez à peu près 95% de la sérotonine, qui est un neurotransmetteur assez connu, et qui est directement impliqué dans la gestion de l'humeur, la survenue de certaines émotions, eh bien, est produit, boum, en bas. On sait que les parois intestinales sont tapissées de centaines de millions de neurones qui communiquent soit électriquement, soit par des voies sanguines, avec les neurones du haut. Ils ont des choses à dire. Et aujourd'hui, les chercheurs sont presque en train de dire que c'est le bas qui téléguide le haut. Donc l'intelligence émotionnelle, gardez en tête qu'elle est C comme cerveau et V comme ventre. Et c'est pour ça que je vous invite à avoir un bon CV, un bon équilibre des deux, pour justement avoir cet équilibre émotionnel qui se fait. Et l'Alsacien que je suis ne va pas s'empêcher ou ne va pas se censurer là-dessus. Moi, je vous invite juste à manger du chou, celui qu'on peut retrouver par exemple dans la choucroute, parce que c'est un probiotique naturel et qui permet de réguler notamment les pointes d'anxiété. Donc avant un speech, avant quelque chose qui vous stresse, eh ben, je vous invite à manger de la choucroute. Alors peut-être pas forcément avec la viande qui va avec, mais bon bref. En tout cas, le chou travaillé, cuit, etc., c'est très très bon pour réguler tout ça. Alors, je vous dis depuis le début que oui, ça se développe. J'ai dit 2 fois, l'intelligence émotionnelle, elle peut se développer. Alors, une des plus grandes découvertes en neurosciences sociales, elle a un nom et ça s'appelle la plasticité cérébrale. Alors, plasticité cérébrale, c'est le fait de se dire, par l'entraînement, par des photographies qu'on prend de tout un tas d'événements de vie qui viennent alimenter notre album photo, etc., eh bien, on peut développer l'intelligence émotionnelle. Je vous donnerai des petits trucs. Et les chercheurs ont montré ça. Et en gros, ils vous disent qu'il suffit quelquefois 2 jours de formation, par exemple à l'EM Lyon, pour commencer à développer certains pans de son intelligence émotionnelle, même si ça prend beaucoup plus de temps que ça. Mais il suffit de choses assez simples pour développer son intelligence émotionnelle. On sait par exemple que lire des romans de fiction, que ce soit du Tchekhov ou du Marc Lévy, alors il n'y a aucun jugement de valeur dans ce que je dis, mais quand vous avez la psychologie des personnages comme ça qui est décrite, etc., dans des romans fictifs, eh bien tout ça permet de booster votre empathie. Votre empathie, c'est une des composantes principales de l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à pouvoir lire les émotions des autres. Donc lire des romans de fiction, ça aide. Binger, ça aide aussi. Binger, ça vous parle, binger? Binger, dévorer des séries télé, donc les fans de Lost, Desperate Housewives, etc. Toutes ces personnes qui arrivent à binger toute une saison d'une seule traite, une seule nuit, ces personnes boostent leur capacité d'apprentissage, de l'empathie, etc. Si vous avez des ados, faites-leur faire de la musique. Vous avez aujourd'hui des neuroscientifiques qui montrent, notamment à Genève, que évoluer dans un environnement social où il y a de la musique qu'on aime, on parlait avant de passion, eh bien, permet aussi de mieux lire les autres, de socialiser plus facilement, donc de booster un petit peu toutes ces compétences de compréhension des autres. Pensez dans une langue étrangère, quand vous êtes face à un choix difficile, du type choix de bagnole, choix stratégique, choix partenaire sexuel. Bon, la transition est douteuse. Quand ça devient compliqué, posez-vous la question dans votre 2e langue. Alors moi, avant de me la poser en anglais, je me le pose en alsacien. Et souvent, très souvent, je ne me trompe pas. Parce que ce qui est assez fabuleux aujourd'hui, avec cette notion d'intelligence émotionnelle qui est un peu vulgarisée, on entend tout et n'importe quoi aussi, on voit tout et n'importe quoi sur le net, mais quand même, il y a une chose fondamentale, c'est qu'il y a tout un tas de travaux qui montrent que quand on a à prendre une décision, ne pas écouter ses émotions, c'est prendre un gros risque. Je vais vous faire part comme ça d'une expérience extrêmement connue en psychologie sociale et où on voit la différence entre un QE++ et un QE-. Quelqu'un d'émotionnellement intelligent et quelqu'un qui l'est un peu moins. Prenez ce cas de figure, je scinde, je dichotomise à la hache, je coupe à la hache cette salle en 2 et en crée 2 groupes. Le groupe A, le groupe B. Et imaginez ce cas de figure, je prends à chaque fois un par un les individus, on se balade un peu dans Lyon, et je vous amène dans un appartement d'un ou d'une inconnue. Je ne dis pas pourquoi je vous amène là-bas.
et je vous laisse juste faire un tour pendant 5-6 minutes. Et au bout de 5-6 minutes, donc les membres des deux groupes, hein, A et B, je vous fais à chaque fois individuellement ressortir de cet appartement. Eh bien, imaginez ce cas de figure. Les membres du groupe A, je vous dis, bah tiens, vous ne savez pas qui habite dans cet appart, je vais vous demander d'évaluer la personnalité de l'inconnu, U ou UE. Je vous donne un test de personnalité qu'on appelle un test des 5 grands facteurs de personnalité. Vous devez savoir si la personne est pessimiste, optimiste, extraverti, introverti, etc. Vous, c'est la même mission, le groupe B. La seule différence dans les consignes pour les deux groupes, c'est qu'ici, je vais vous demander de prendre tout votre temps, au moins 10 minutes pour répondre à chacune des questions, pour diagnostiquer la personnalité de l'autre. Alors qu'ici, je vous oblige à répondre à chaque fois en moins de 3 secondes. Juste pour m'assurer que vous ne cédez pas au doux chant des sirènes de la réflexion rationnelle et analytique. Résultat des courses, ce groupe-là, vous vous plantez quasi systématiquement dans le diagnostic de l'individu. On voit des pessimistes où il y a des optimistes, on voit des introvertis là où il y a des extravertis. Vous, on va dire le groupe B intuitif, c'est un cas fictif, hein, ne vous sentez pas... Groupe intuitif, vous vous plantez quasi jamais. Votre diagnostic de la personnalité de cet inconnu est 3 fois plus précis que celui qui serait fait par le meilleur ami de cet inconnu. Donc en gros, en quelques minutes seulement et en quelques secondes seulement de réflexion émotionnellement intelligente, parce qu'on parle toujours d'intelligence, eh bien vous en savez plus sur la personnalité profonde de l'individu que quelqu'un qui côtoie cette personne depuis plusieurs années, peut-être même depuis sa plus tendre enfance. Tout ça pour vous dire que, amis recruteurs dans la salle, fiez-vous un peu plus à vos intuitions. Peut-être mettez dans vos process des tests d'intelligence émotionnelle aussi. Et c'est là où maintenant je vais commencer un peu à parler de l'aspect digital, du lien entre l'intelligence émotionnelle, le digital, et le recrutement et d'autres choses. Il y a des tests qui existent. Il y en a plein qui existent aujourd'hui. Mais vous avez à peu près 99% de ces tests qui sont mauvais, qui reposent sur des modèles un peu caducs d'un point de vue scientifique, qui ont été bricolés, souvent même par des stagiaires dans des facs de psycho ou dans des services RH d'entreprise, où on a fait à un moment un medley compile de tout ce qu'on a pu voir sur Internet. Et la plupart des tests, on en retrouve pas mal qui sont simplement dans l'autodéclaratif. Okay, donc vous avez une phrase, une affirmation qui est faite de vous. Je suis ouvert aux autres. Sur une échelle de 1 à 7, dites si vous êtes d'accord ou pas avec cette affirmation. Bon, on sent un peu le loup venir là. On ne veut pas se montrer comme un sociopathe. On devine un peu le sens de la question, donc on va plutôt répondre vers 7 plutôt que vers 1, pour montrer qu'on est en accord et qu'on est quelqu'un de sociable, etc., surtout pour des postes de management, où on est sur de la gestion de l'humain, etc. Et puis vous avez d'autres tests. On en a développé un pendant 2 ans avec le soutien du groupe ADECO, qui s'appelle QE Pro pour professionnels, qui est spécifiquement dédié pour les managers et les dirigeants d'entreprise et qui est un test de performance, qui est un test qui a été digitalisé. Donc il y a une plateforme qui existe là-dessus et vous pouvez le passer avec derrière un diagnostic, etc. Aujourd'hui, l'idée, c'est de faire venir le digital vers ces thématiques humaines, émotionnelles, parce qu'on peut faire tout un tas de choses. Il y a le chatbot, je ne sais pas si vous l'avez vu, de Google, qui est capable en moins de 2 minutes de lire précisément les émotions que son interlocuteur à l'autre bout de l'écran ressent. Nous, notre ambition, c'est peut-être, dans un futur proche, de créer un test d'intelligence émotionnelle qui est en fait une conversation avec un chatbot. Et qu'au bout de 5 ou 10 minutes, grand max, on puisse avoir un diagnostic précis, un check-up précis de qui vous êtes d'un point de vue de l'intelligence émotionnelle. Donc je pense aujourd'hui que le digital peut vachement aider, tout simplement parce qu'on peut créer des interactions émotionnelles avec des chatbots. Il y a tout un tas d'ingénieurs, de
d'anthropologues, de neuroscientifiques qui sont capables de faire naître un lien émotionnel entre la machine et l'individu. On a créé aussi, l'année dernière, un outil qui est intimement lié aussi à ces thématiques de l'intelligence émotionnelle, qui s'appelle Moodwork, et qui vous permet, donc c'est une plateforme, alors c'est un peu un petit plaidoyer pro domo, mais c'est une plateforme assez ludique qui vous permet d'améliorer en gros, dans une thématique de qualité de vie au travail, le bien-être de vos salariés, simplement en faisant un bilan très rapide de tout un tas de choses, et derrière en proposant des programmes de développement, d'accompagnement. Donc il y a une autonomisation du salarié. Ce sont des outils qui ont été fabriqués, conçus scientifiquement. Et le gros problème aujourd'hui, quand on parle d'intelligence émotionnelle, quand on parle de bien-être, quand on parle de gestion du stress, prévention du burn-out, etc., c'est qu'on a tout un tas d'outils qui sont très peu fiables. Donc nous, on milite pour qu'il y ait ce type d'outils, et je pense honnêtement, avec d'ailleurs plusieurs porte-drapeaux au niveau des top dirigeants français, que c'est une faute professionnelle pour les RH de ne pas tenir compte de ces éléments-là. Moi, il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'un journaliste ne m'appelle en me disant « Mais attends, est-ce que tu peux désigner le mouton noir ? Quelle entreprise est en retard sur ces thématiques-là » Vous avez vu qu'en début d'année, alors je vais y mettre un petit avis, mais même si ça a été mal porté, un peu mal amené, etc., mais il y a quand même eu un débat à l'Assemblée autour de ces thématiques-là. C'était peut-être pas la meilleure des manières pour faire avancer le truc, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé à un moment. Vous avez aujourd'hui, il n'y a pas une émission télé, vous regardez les caches investigations, les machins, où à un moment on ne dénonce pas ce type de mauvaises pratiques. Donc voilà, si j'ai un message aussi à vous donner, c'est faites gaffe à ça, préservez-vous. Parce que le premier acte écologique, à mon sens, qu'il faudrait faire, c'est pas tout de suite peut-être sauver les petits oiseaux et les machins et tout, c'est très très important, hein. Mais le premier acte écologique à faire, en premier lieu, c'est un acte d'écologie humaniste. Préserve-toi pour mieux préserver les autres. Et après, tu pourras t'occuper des petits oiseaux, de la forêt, etc. C'est un peu la même thématique ou la même idée quand vous êtes dans un avion. Vous avez votre gamin à côté, il y a un incident, les masques tombent. Le masque, vous le portez d'abord, vous, pour pouvoir secourir après votre gamin. Donc l'intelligence émotionnelle, elle est là, optimisation de son propre bien-être pour pouvoir optimiser le bien-être des autres. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors des individus émotionnellement intelligents, j'en croise. Des surdoués, j'en croise peu. Ils représentent à peu près 3% de la population globale. Alors je vais vous donner juste quelques idées des pratiques de ces individus-là sur leur lieu de travail. Et je parle ici de managers et de dirigeants QE++. Il y a un dirigeant avec qui je travaille depuis un moment qui a cette hygiène de vie. Cette personne garde systématiquement sa porte ouverte. Et cette personne, en l'occurrence, c'est Jacques Séguéla, publicitaire connu de 84 ans, et qui a toujours eu cette hygiène-là. Et en gros, n'importe qui dans l'organisation, que ce soit le stagiaire, le petit créa, etc., peut venir dans son bureau. Donc il dit, m'envoyez pas de mail, hein, venez directement à moi. Et pour tout le monde, que tu sois top manager ou tout en bas de l'échelle, centre opérationnel, tu auras le droit au même timing, 5 minutes pour exposer ton problème concret, soit un problème de maquette, de couleur, un truc même très basique. Et en 5 minutes, je réponds à ta question seul ou je réponds à ta question avec les gens que j'ai invités. Et moi, j'ai déjà vu des scénettes avec un tout jeune créa qui venait pour une question très très basique. Et j'ai vu un ancien président, un intellectuel, un auteur de best-seller et le publicitaire en question apporter des réponses concrètes au type en direct live. L'intelligence émotionnelle, c'est l'intelligence de l'ici et du maintenant. C'est-à-dire, c'est ouvrir des portes. Quand il y a un problème qui se pose à quelqu'un, il faut le régler d'entrée de jeu. Plus vous différez ces problèmes-là, plus vous générez de la frustration, plus vous allez entrer dans ce que je vous disais précédemment, dans cette accumulation
de ressenti qui peut amener à terme à une éruption volcanique, qui peut amener au terminus du burn-out, de la dépression, etc. Le type, il pètera un boulon chez lui ou dans la rue, on ne sait même pas pourquoi. C'est juste parce qu'il a accumulé tout un tas de choses qui n'ont pas été réglées dans l'ici et dans le maintenant, à l'instant T où ces problèmes se posent à lui. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est avoir des fenêtres de tir qui permettent de régler tout ça. Et d'ailleurs, plus vous différez, plus vous allez avoir de problèmes. J'ai écrit un petit billet pour Harvard Business Review France, que vous pouvez trouver en le googlant, et qui s'appelle le syndrome DSK. Alors c'est étonnant, j'ai toujours pas eu de procès, mais bon, après, en même temps, je lui trouve des excuses. Et dans ce billet-là, dans cette chronique-là, effectivement, j'explique que lorsque vous êtes intuitivement guidé par quelque chose, vous avez un feeling très très fort, mais là c'est sûr qu'il faut que je fasse ça, mais que vous laissez pourrir par de la réunionnite aiguë, par des avis pseudo-intelligents de personnes autour de vous que vous payez peut-être grassement pour vous apporter ce type de conseils, eh bien votre signal intuitif ne fait que se brouiller. Et au bout d'un moment, il se perd. Thierry Boiron, il a une expression que je trouve assez forte. Il dit, ce n'est pas la réflexion qui amène la décision. La décision, elle est déjà en nous. Hein, ce fameux gut feeling dont parlent les Américains. La réflexion va juste permettre, ou devrait juste permettre, de faire éclore cette première sensation-là, en allant dans son sens, et pas derrière, eh bien, tout simplement l'annihiler. Alors, on me signale que j'ai encore 5 minutes, donc ce que je vous propose, c'est d'écouter un représentant QE++, donc c'est un discours qui est très très court, et qui avait quelques mots à vous dire, donc j'ai envie de dire Magnéto Serge. Merci pour lui. Alors le message de Bertrand Collomb, il est clair. Arrêtez, pour ceux qui le font, de tricher avec vous-même. Parce que derrière, c'est vous que vous mettez en danger, et c'est les autres aussi, parce qu'on devient très vite toxique à force de se mentir à soi-même. Il y a une perte de légitimité également, parce que les autres voient que vous n'êtes pas bien, voient que vous essayez peut-être même de les manipuler. Donc restez authentique, n'entrez pas dans ces postures quasi schizophréniques. J'utilise ce terme volontairement parce qu'on voit des fois des top managers qui sont dans des postures qui foutent les jetons réellement. Ils sont 2 personnes différentes. Vous aviez un reportage il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus si c'était Envoyé spécial ou Cache Investigation, vous aviez un DRH qui vous montrait, enfin voilà, je voulais tous, qui faisait une espèce une promo buzz pour son livre, qui était une vraie ordure, ce qu'on appelle un sale con. Et je ne le dis pas de manière juste provoque, c'est le titre d'un livre que je vous recommande, qui s'appelle Objectif Zéro Sale Con, qui a été écrit par un ponte de l'université de Stanford, chercheur très très connu en psychologie sociale. À la fin, vous avez un test d'ailleurs pour mesurer votre propre niveau de sale connerie, ce qui est toujours assez sain. Donc c'est un livre à s'offrir à soi-même, mais également à autrui, parce qu'on est toujours le sale con de quelqu'un. Donc ça, voilà, gare à ça, restez vous-même et vous serez psychiquement et physiquement en bien meilleure santé. Et puis les émotions, quand elles sont fortes et qu'elles s'invitent en vous, c'est pas à ce moment-là qu'on va les contrôler. C'est un vrai message. Je veux dire, c'est un message du cœur qui vous parvient. Écoutez-le, pensez à ces panneaux signalétiques, arrêtez de les refouler, même si ça peut être dur, suivant le background éducationnel que vous avez eu ou suivant le contexte ou la culture d'entreprise dans laquelle vous évoluez. Mais sachez juste qu'on peut toujours marketer une décision intuitive ou une décision émotionnellement intelligente parce qu'elle repose sur des faits concrets. L'intelligence émotionnelle, c'est une espèce de scan très rapide qui est capable de scanner votre environnement proche, un instant T, donc ça peut être une donnée financière qui est repérée, l'attitude de quelqu'un, une information que vous repérez sur BFM ou j'en sais rien, et qui vont être très vite comme ça synthétisées et qui vont donner une préférence, plaisant, déplaisant, est-ce que je fais A ou B, je choisis rouge ou vert, etc. Donc suivez ces infos parce que derrière, vous pourrez les marketer aussi avec un petit effort, et là on rentre dans la réflexion, de qu'est-ce qui a provoqué cette sensation en moi. Et en retrouvant finalement ces éléments, ça va alimenter le flot argumentatif que vous allez avoir dans votre speech pour motiver les troupes, etc. Alors, intelligence émotionnelle, pour finir, parce que j'ai peu de temps, je voulais juste finir sur un conte de fées moderne et voir après, peut-être on aura le temps pour 1 ou 2 questions, mais un conte de fées assez moderne. Donc, on est au milieu des années 90 et ça résume assez bien ce qu'est l'intelligence émotionnelle.
Et vous avez des jumelles qui naissent prématurées, 12 semaines. Et donc à cette époque, la procédure est la suivante. Vous placez chacune de ces petites filles dans des couveuses séparées. Et là, vous avez à l'époque, contre l'avis des médecins et de sa hiérarchie, l'infirmière en chef qui fait quoi? Eh bien, parce que l'une des deux avait un diagnostic vital qui était engagé, n'était pas bien, avec donc un taux d'oxygénation du sang très bas, coloration de l'épiderme pas bonne, palpitations cardiaques médiocres. Donc, décide de prendre la plus fragile et de la mettre dans la couveuse de celle en bonne santé, donc contre l'avis de sa hiérarchie, simplement parce qu'elle pense que c'est la bonne chose. Miracle, au bout de quelques minutes, eh bien, la petite fille qui avait un diagnostic vital engagé, eh bien, s'est sentie beaucoup mieux. Le taux d'oxygénation a augmenté, elle a pris du poids très très rapidement. Et j'allais dire, aujourd'hui, les deux sœurs gambadent dans les vertes prairies du New Jersey et sont en très 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 bonne santé. L'acte de l'infirmière en chef, courageux, cette prise de risque à un instant T pour s'adapter à une situation qui est un enjeu quand même assez complexe, ça, c'est un acte émotionnellement intelligent. Le hug de la grande qui a pris, lorsque sa petite sœur malade a été placée dans sa couveuse, eh bien, sa petite sœur, cet acte-là est aussi un acte intuitif et émotionnellement intelligent. On se rend compte aujourd'hui qu'on est dans une société où il y a de moins en moins de contact physique, alors que le contact physique peut amener tout un tas de bonnes choses, gestion des émotions, mais également tout un tas de modifications physiologiques. Il y a plein d'études qui vont dans ce sens pour se soigner de certaines maladies qui sont quelquefois un petit peu embêtantes. Donc on est là précisément sur deux actes émotionnellement intelligents, un qui a été conscientisé, l'autre qui s'est fait de manière totalement inconsciente et qui derrière ont sauvé tout simplement des vies. Donc moi, je vous invite toutes et tous à être un petit peu comme cette infirmière en chef. Quelquefois, quand c'est dans l'intérêt des autres et dans votre propre intérêt, de suivre vos émotions, de décider en fonction de ça. Parce que l'homme rationnel ou la femme rationnelle ne peut pas être rationnelle si elle ne ressent pas des émotions et si elle n'en tient pas compte dans ses processus de prise de décision. C'est les neurosciences qui vous le montrent. S'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de décision, il n'y a pas de choix possible. Tu vas où demain? À Rome ou à Vesoul? Bon. Oui, on a tous une préférence qui naît majoritairement à peu près la même. Je suis désolé pour les gens de Vesoul. Mais il y a ça qui... Sans cette coloration-là, le choix, il ne naît pas. Donc moi, je vous invite tous à être QE. Soyez QE, soyez heureux, parce que vous avez tout un tas d'études qui montrent également qu'en travaillant cette compétence-là, eh bien, sur des échelles de bien-être, on est au-dessus de la moyenne, qu'on est plus satisfait de sa vie, et d'ailleurs qu'on a un parcours scolaire qui est meilleur, une employabilité aussi qui est plus forte, je continue la liste, et généralement un statut socio-économique aussi supérieur à la moyenne. Bref, je conclue là-dessus. Si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre. Merci à vous. Merci beaucoup Christophe. Alors, perso, moi j'ai 1000 questions, mais mon souci c'est le timing. Alors, je vais prendre le risque de piocher. Je ne vais pas la piocher d'ailleurs, je crois que je vais la provoquer tout simplement. Une des émotions, j'imagine, qui est celle de la frustration. Mais tu restes parmi nous puisque Christophe va dédicacer son dernier livre sur le stand de Moodwork cet après-midi jusqu'à 14h, 14h30. Donc, il nous fait le plaisir de rester avec nous. On va faire une petite conférence de presse et puis vous pourrez retrouver donc Christophe sur le stand Moodwork tout à l'heure. Je vous propose, pour peut-être conclure, d'accueillir Jean-Paul pour conclure cette conférence. Pour quelques mots peut-être. Oui, quelques mots rapides. Moi, je voulais remercier tout d'abord l'assistance, parce que si nous avons pu avoir cette conférence aujourd'hui, c'est parce que vous l'avez décidé, ceux qui ont participé, les 700 personnes qui ont participé donc, au questionnaire. Je voulais remercier Christophe. Alors, je n'ose pas m'approcher, parce que j'ai bien compris le message.
Il fallait au moins plus de 15 cm. 15 cm. Et là, il y a un paradoxe, et je n'ai pas très bien compris, puisque tu es plutôt partisan du hug, mais par contre, la distance de 15 cm au moment du café n'est pas souhaitable. Donc l'envie du hug était très forte, mais du coup, je ne sais pas ce que je fais, ou on le fera tout à l'heure tranquillement. Donc un deuxième remerciement. Un troisième remerciement pour les équipes d'IMO. Je pense qu'on peut les applaudir. Toutes les équipes d'IMO, c'est un projet d'équipe qui, d'une année sur l'autre, mobilise quasiment beaucoup de gens, beaucoup d'équipes, et notamment les équipes d'Hervé Guillot, qui est patron marketing de tout le groupe, et bien sûr toutes les équipes commerciales, les consultants, je vais oublier personne, les équipes support aussi qui se mobilisent. Voilà, donc ça c'est le troisième remerciement. J'ai besoin de votre aide. On a actuellement 30 recrutements. Et 30 recrutements, c'est compliqué aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est. Je crois que le taux de chômage en France aujourd'hui pour les cadres est d'environ 3%, 3,5%, c'est compliqué. Donc on a besoin de votre aide. Si dans votre entourage, vous avez quelqu'un de votre famille, des amis qui recherchent un job, sachez qu'il y a 30 postes ouverts actuellement à Lyon, à Nantes et à Paris, principalement, des postes d'ingénieur commercial, des postes de consultant. Donc voilà. Un appel, c'est peut-être mieux qu'un cabinet de recrutement, même si par moment on fait appel à des cabinets de recrutement. Et puis enfin, un dernier remerciement. Vous avez peut-être déjà pris tout à l'heure un café. Et donc, nous avons la chance d'avoir l'entreprise Voisin qui nous offre à la fois le café et aussi de bons chocolats. Donc, je tenais aussi à les remercier et à les féliciter pour la qualité du travail qui est réalisé dans l'usine. Et je vois Franck ici présent. Bonjour Franck. Franck Boucomet. Bonjour Jean-Paul. Habituellement, on se fait la bise, mais là, je crois que c'est pas... voilà. Franck, allez. Tu piques. Tout en émotion. Le paradoxe est né, voilà. Franck, un grand merci. Grand merci pour ta participation. Un grand merci parce que, au dire de ceux qui ont pris un café ce matin, le café est délicieux comme d'habitude, et les chocolats, pour avoir visité l'usine de Vèze. Alors, je retrouve beaucoup de choses qui ont été dites tout à l'heure. Je retrouve un management qui est vraiment à l'écoute. Je te vois traverser les équipes, auprès des équipes, et je vois le relationnel que tu as avec tes équipes. Vraiment, bravo. Merci beaucoup Jean-Paul, c'est très gentil à toi. Alors on ne dit pas l'usine, on dit la chocolaterie. Ça c'est un très mauvais point. Alors moi je c'est voyais une entreprise un client artisanale, potentiel. j'insiste bien là-dessus. Franck, en fait, je te voyais un Jean-Paul, client stop. potentiel pour ma GMAO. La gestion de maintenance assistée par ordinateur qu'on trouve plutôt dans des usines. Ça, c'est Donc trop tu as compliqué raison de me pour tirer nous, l'oreille et j'aime ça, tu le sais. Tout est fait à l'intuition chez nous en fabrication, Jean-Paul, tu le sais. Bon, en tout cas, Voisin en tant que chocolatier lyonnais, centenaire et torréfacteur de café à Lyon, on a voulu vous faire un petit cadeau pour cette journée, parce qu'on a trouvé très intelligent et très intéressant d'associer le monde de l'entreprise et l'émotion, y compris dans l'édition de logiciels, ce qui peut être un petit peu étonnant. Dans le chocolat, c'est plus facile. Le café aussi. Tu vois mes yeux? Je ne suis pas de Vesoul, je ne suis pas de Vesoul. Mais voilà, on a souhaité participer à cette journée et répondre à ta demande par rapport à ton cahier des charges qui était très précis. Voilà. Alors, donc, on va découvrir cette pièce, si tu veux bien. Qu'elle tombe pas, surtout. Alors, très délicatement, parce qu'elle est, elle est en suspension. Merci Franck, merci les équipes. Alors, juste une petite question, parce que là, je vois d'Imotion. Tu sais qu'on a changé de nom il y a maintenant 3 ans. Nous nous appelions d'Imogestion. Et depuis 3 ans, avec la dynamique internationale, on s'appelle maintenant d'Imo Software. Alors, pourquoi d'Imotion? Je ne comprends pas. Ah bon. Écoute, j'ai essayé de répondre à ton cahier des charges. Tu m'as dit, Franck, pour cette journée, je veux un gros œuf, parce qu'on est quand même 380 collaborateurs, donc ça fait 15 kilos. Et je suis gourmand. Ça fait 40 grammes par personne. Et tu m'as surtout dit, je veux un gros œuf pour une journée pleine d'émotions. Merci. Franck, merci beaucoup.
Christophe, encore un grand merci et on te retrouve donc tout à l'heure donc sur l'espace partenaire, sur le stand de Moodwork. Merci encore et bravo. Alors, une petite minute avant de quitter la salle, on sera dans un timing parfait. C'est idéal parce que c'est typiquement là, c'est bien le ventre qui travaille, je confirme, pour le timing de la journée. C'est l'amour, ça, c'est les petits papillons. Ouais, complètement. Par les papillons. C'est bien monté au cerveau aussi, il n'y a Ah pas de problème. Plusieurs messages. On n'a pas de choucroute entre midi et 2. Ça, je suis navré. Voilà. Ouais. Ça, c'est le premier. Désolé. Les autres concernent les timings et le respect du timing. Je sais que les équipes d'IMO, et je leur fais confiance, sont bien informées là-dessus et respectueuses des timings. On va avoir une zone de flottement à midi précise, tout simplement parce qu'on a un petit souci dans l'organisation et le timing, et je m'en excuse par avance. Il faut impérativement que les ateliers se terminent à midi moins 5, midi moins 10 pour permettre aux suivants de démarrer à midi 5, midi 10. On n'avait pas vraiment prévu de temps mort sur ces ateliers. Donc il va y avoir un peu de friction sur ces ateliers de midi et sur ces ateliers de 15h15. Donc par avance, je m'en excuse. On sera là évidemment avec vous et à vos côtés pour vous orienter, vous guider. Vous avez les plans, donc surtout n'hésitez pas à nous interpeller. Et encore toutes nos excuses pour ce timing un peu serré. Des ateliers passionnants, donc toute la journée. On a densifié ces ateliers, n'hésitez pas. Et puis les focus en fin d'après-midi. Je vais rétablir une petite erreur qui a été faite sur l'affichage des partenaires et remercier une équipe de théâtre qui descend de Paris, qui est l'équipe Un rôle à jouer, qui va intervenir dans le focus autour des RH, auprès des DRH, avec le cabinet Stimulus, et qui va faire un atelier qui sera certainement très original, puisque l'objectif est de justement simuler quelques situations d'émotion dans l'entreprise et de les décrypter donc, dans ce focus de cet après-midi. Voilà. Merci à tous. On vous souhaite un très très beau forum, une très belle journée en notre compagnie. Merci. À tout de suite. Say